La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les uns des radios. Dans quelques instants vont nous rejoindre Martial Foucault, Xavier Brivet et Arnaud Benedetti. Ce club sera entièrement consacré à une étude de l'Association des maires de France et du Cevipof sur l'état d'esprit des maires. Ils sont confrontés à la gestion de la crise sanitaire, à la gestion de la crise sociale et ils sont aussi parfois victimes de violences et d'incivilités. On tirera les principaux enseignements de cette étude. Pour en parler, on sera en duplex avec le maire de Cannes, David Lisnard, qui sera avec nous. Et puis on sera également en duplex, comme tous les jours, avec un journaliste de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, Sébastien Couratin de l'Écho républicain. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure de notre reportage en région. Et le vendredi, c'est l'heure du bilan. Et pour ce bilan, on accueille Jérémy Heinzmann. Bonjour Jérémy. Bonjour Ariane. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Jérémy, on vous a vu toute la semaine. Vous étiez du côté de Bordeaux avec Quentin Calmet pour parler du lancement de la 5G. Et dans le département, certains élus alertent notamment sur le risque de fracture numérique. Et oui Oriane, c'est un argument qu'on a souvent entendu sur place. Pour mieux comprendre, nous sommes allés à 1 heure de route de Bordeaux, au sud-est de Bordeaux, dans la commune de Porte-de-Benauge. Alors, c'est un village de 530 habitants et pour son maire, Éric Guérin, il est assez difficile en fait d'entendre parler du lancement de la 5G à Bordeaux alors que dans sa commune, le réseau et l'internet mobile sont déjà très compliqués à capter tout simplement. Je vous propose de l'écouter. On a beaucoup d'endroits où on ne capte pas, où le réseau est insuffisant, où on n'a que la 3G. Quelques endroits où on a la 4G, mais beaucoup d'endroits c'est que la 3G. Des endroits on n'a même pas du tout, même pas la 3G. Donc on est vraiment en zone blanche. Aujourd'hui à la métropole, ils vont avoir la 5G et nous on va creuser encore un petit peu plus le fossé. Nous il y avait déjà un petit fossé qui va s'agrandir petit à petit entre le monde urbain et le monde rural. Je ne suis pas contre le progrès. Je suis en colère parce que nous on n'en bénéficiera pas. Aujourd'hui on ne bénéficiera pas de ça. Et du coup, Jérémy, on peut se demander pourquoi commencer à déployer la 5G si tout le monde n'est pas couvert en 4G. Et oui, nous avons justement posé cette question à la Fédération française des télécoms. Alors de son côté, elle estime avoir déjà bien avancé sur la couverture des zones rurales en 4G avec le New Deal mobile. Vous savez, Oriane, c'est cet accord signé en 2018 entre le gouvernement, l'autorité de régulation des télécoms, l'ARCEP, et les opérateurs mobiles et qui doit résorber ce qu'on appelle les zones blanches d'ici 2022. En Gironde, par exemple, 97% des antennes sont déjà passées en 4G. C'est un peu plus que la moyenne nationale, en fait. Et pour Michel Combeau, le directeur général de la Fédération française des télécoms, cette couverture des zones rurales en 4G et le déploiement de la 5G sont deux choses, en fait, complémentaires. On l'écoute. La 5G, c'est surtout pour les entreprises et pour les zones où la 4G va être saturée. La 4G en zone rurale dispose de performances très élevées et va permettre de remplir la plupart des usages du quotidien, que ce soit pour travailler, pour converser ou pour faire les démarches administratives. La résorption des dernières zones blanches est notre priorité. La 5G viendra donner un coup de boost notamment aux entreprises, mais ne nous fera pas dévier de notre priorité. Et Jérémy, au-delà des disparités territoriales, il y a aussi la question du coût pour cette 5G pour les consommateurs. Et oui, c'est une innovation même accusée par certains, je cite, d'être une technologie de riches qui creuserait donc encore les inégalités. Alors pour l'instant, les tarifs des forfaits 5G sont assez similaires à ceux proposés pour la 4G, mais les téléphones 5G, eux, coûtent un peu plus cher, entre 400 et 1000 euros. Et merci beaucoup. Merci Jérémy d'être venu nous voir. Vos reportages réalisés avec Quentin Calmet sont à voir ou à revoir sur notre site internet. Et la semaine prochaine, on continue bien sûr notre tour de France. On sera dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. On suivra des maires dans leur quotidien et dans leur gestion justement de la crise sanitaire et sociale. Et on va, en parlant de ça, s'intéresser à cette étude du Cevipof et de l'Association des maires de France sur l'état d'esprit des maires. On va en tirer tous les enseignements avec nos clubbers qui vont nous rejoindre dans quelques instants, dont Martial Foucault qui a conduit cette étude. Mais d'abord, on va regarder les principaux points. C'est avec Jonathan Dupriez. À chaud, 4700 maires se livrent. Dans l'enquête menée par le Centre de recherche politique de Sciences Po et l'Association des maires de France, les élus reviennent sur les municipales. Un scrutin plombé par un taux de participation historiquement faible et troublé par la crise sanitaire. Le Covid est d'ailleurs l'un des principaux sujets de préoccupation des élus. Souvent en première ligne pour gérer l'urgence, 48% des maires disent avoir été mal associés dans la mise en œuvre de l'état d'urgence. Ils sont en revanche 40% à penser le contraire.
Si 51% des maires pointent le manque de directives claires et cohérentes de l'État, ils sont plus de 6 sur 10 à valoriser l'action des préfets, saluant une relation de travail efficace. En ce qui concerne la relation maire-agence régionale de santé, seulement 40% des élus interrogés se disent satisfaits de leurs échanges avec les ARS. Ces agences, bras armés du ministère de la Santé en région, ont été maintes fois critiquées pendant la première vague pour la verticalité de leurs décisions. Autre enseignement du sondage, la question des incivilités. 53% des édiles disent en avoir déjà vécu. Près d'un maire sur 3 déclare même avoir subi des injures, insultes, menaces verbales ou écrites. Un paradoxe, alors que le maire demeure l'élu auquel les Français font le plus confiance. Voilà pour les principaux enseignements de cette étude. On va l'analyser, on va en parler avec nos clubbers. Bonjour Xavier Brivet. Bonjour. Bonjour Arnaud Benedetti, vous êtes avec nous à distance exceptionnellement. Merci beaucoup d'être là. Et bonjour Martial Foucault. C'est vous qui avez conduit cette étude. On va parler bien sûr des différents points, des différents enseignements. Mais d'abord, on le voit, l'un des principaux problèmes, l'un des principaux enseignements à tirer de ces municipales, eh bien, c'est ce taux d'abstention record. Alors, il y a eu cette campagne hors norme, cette campagne qui a duré 3 mois entre le premier tour et le deuxième tour. C'était évidemment un contexte très particulier, mais comment les maires, ils ont analysé cette abstention record ? Oui, effectivement, c'était un élément sur lequel on était très intéressé de connaître en fait, la représentation qu'ont pu se faire les maires de ce taux d'abstention. Je rappelle, au premier tour, 44%, record historique sous la 5e. Et à l'époque, souvenons-nous, on disait, bon, c'est un petit peu normal, le contexte sanitaire a découragé beaucoup d'électeurs de se rendre dans les isoloirs, même si le taux de participation habituel à une élection municipale est élevé. Les Français apprécient, après l'élection présidentielle, cette élection municipale. Et donc là, les maires nous disent 2 choses intéressantes. Tout d'abord, une majorité d'entre eux une petite majorité d'entre eux sont peu inquiets par rapport à ce taux de participation, considérant que c'est un phénomène qui est passager et que quand on sortira d'une crise sanitaire, eh bien, on reviendra à un ordre normal de participation. Et puis, il y a une autre partie, alors minoritaire, mais 45%, qui sont très inquiets de la situation, considérant que, bien, au fond, c'est pas tant le fait qu'ils auraient été je dirais que leur légitimité aurait été bousculée. C'est pas cela. Ce qui les inquiète, c'est le fait que désormais, il y aurait un désintérêt politique, même au plan local. On le connaît au plan national. Et donc, il y a une vraie inquiétude sur le fait que ce phénomène, aujourd'hui, ça y est, touche le local, alors que jusqu'alors, il était plutôt épargné. Et c'est une inquiétude qu'il faut avoir, selon vous. Le phénomène est plus profond qu'une simple abstention conjoncturelle ? C'est très difficile, vous savez, de répondre à cette question parce qu'au fond, on a pu observer que dans certaines communes où la situation sanitaire était beaucoup moins grave, beaucoup moins sévère, eh bien là, le taux de participation a effectivement baissé. Donc, je dirais que c'est une question en quelque sorte, mais j'allais dire une question piège, c'est-à-dire que dans 6 ans, on verra bien que finalement, le contexte aura été modifié, la situation des élus locaux et des élus nationaux aura aussi été transformée. Et puis, je rappelle un point, ça a été dit dans votre sujet, effectivement, la confiance accordée aux élus locaux et aux maires est très forte. Donc ça, pour moi, c'est quand même un élément essentiel pour que ce lien de confiance continue à restaurer la manière de faire vivre la démocratie au plan municipal. Oui, Xavier, Martial le dit, le maire, ça reste quand même toujours l'élu préféré des Français, malgré ce contexte. Oui, c'est une constante d'ailleurs, alors que le chef de l'État, les ministres, les parlementaires sont de moins en moins plébiscités, les maires gardent la confiance de leurs administrés. C'est d'ailleurs ce qui peut pondérer, je pense, Martial Foucault, leur inquiétude par rapport à la faible mobilisation historique, c'est un plancher lors des dernières municipales, c'est que le maire garde toute la confiance de ses administrés. Il est élu sur un projet. Les municipales sont toujours déconnectées des scrutins nationaux. Il n'y a pas d'enjeux nationaux. On est vraiment sur une équipe, un projet, une continuité souvent. Donc je pense que ça pondère un peu l'inquiétude. L'abstention, elle était vraiment liée, et la faible mobilisation était liée à la crise sanitaire. La confiance dans l'élu, je pense, est relativement intacte, en dépit, et ça c'est un paradoxe, on en parlera, des agressions d'élus qui sont de plus en plus nombreuses. Alors ça interroge beaucoup. Mais sur le fond, les maires gardent la confiance de leurs administrés. On va en parler de ces violences, évidemment, envers les élus. Arnaud Benedetti, est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette abstention record ? Ou pour vous, est-ce que ça ira mieux une fois la crise sanitaire passée concernant les maires ? Non, mais la question est de savoir s'il s'agit d'un désinvestissement civique structurel ou s'il s'agit d'un accident conjoncturel.
Alors je parle bien évidemment sous le contrôle de Martial Foucault. Il me semble quand même qu'il y a un léger réfléchissement de la participation qui est observé aux élections municipales depuis plusieurs scrutins, très légers en l'occurrence. Et les élections municipales restent de fait, en l'occurrence, des élections reines en termes de mobilisation civique. Ensuite, je pense qu'il faut aussi peut-être avoir une analyse un peu granulaire. Vraisemblablement, on voit qu'il y a une hétérogénéité de situation en fonction de la taille des communes. Ce qui est quand même assez frappant lors de ces dernières élections municipales, c'est que sans doute s'est-on un peu plus mobilisé dans un certain nombre de villes moyennes ou de petites communes, notamment en zone rurale, et beaucoup moins dans les grandes métropoles où on a eu un électorat qui a plutôt déserté les urnes. Ensuite, l'autre question qui me paraît importante, c'est de savoir aujourd'hui pourquoi la figure du maire est en fin de compte la figure qui semble, disons, d'une certaine manière, mobiliser le plus favorablement les Français. À mon avis, il y a deux raisons. D'abord parce qu'ils sont les élus du quotidien et deuxièmement, ils sont les élus du faire. C'est-à-dire que les réalisations d'une municipalité en termes de politique publique se voient assez vite, ce qui est un peu différent avec notamment les politiques publiques au niveau national. Et le contrôle de Martial Foucault là-dessus, hein, l'abstention, elle baisse, même peu, mais elle baisse. Oui, elle baisse historiquement. C'est vrai que depuis maintenant 60 ans, elle baisse scrutin municipal après scrutin municipal. Mais la baisse était relativement faible. Là, c'est 20 points de baisse. Je rajouterai un point par rapport à la taille des communes. C'est vrai que pour cette élection, on a été très surpris que ce n'est pas tant la taille des communes qui a entraîné une forte abstention que les conditions du scrutin. C'est-à-dire que, et c'est très intéressant, je crois qu'il faut rappeler que là où un scrutin est disputé, là où il y a de la concurrence, de la compétition électorale, ça a davantage mobilisé les Français pour cette élection, malgré le contexte sanitaire. Donc, à partir du moment où on a les conditions d'une offre disputée, où des enjeux sont débattus, où des listes concurrentes se présentent, eh bien, ça peut mobiliser les électeurs. Et justement, on va en parler de la gestion de cette crise sanitaire. Avant de parler des relations entre les maires et l'État, eh bien, cette crise sanitaire, elle a aggravé la situation financière des collectivités territoriales qui inquiétaient déjà les élus. Il y a une table ronde qui était organisée au Sénat hier avec les présidents d'associations d'élus, dont François Baroin. On va en parler avec Quentin Calmet. Et Quentin, hier avait donc lieu au Sénat cette table ronde avec les représentants des collectivités locales et il a notamment été question de l'aggravation de la situation financière liée à la crise sanitaire, évidemment. Oui, tout à fait, Oriane. Hier, le représentant des maires de France, François Baroin, a tapé à nouveau du poing sur la table à propos d'une mesure, Oriane, qui fait partie du projet de loi de finances 2021, du budget 2021. Et d'ailleurs, on l'évoquait ici même dès hier. Le gouvernement entend réduire l'impôt de production. Cela va entraîner une perte de 3,3 milliards d'euros dans le budget des communes. Alors l'État doit compenser ces sommes, mais les associations d'élus sont montées au créneau hier au Sénat lors d'une réunion, vous le disiez, en visioconférence de la délégation aux collectivités locales. Selon François Baroin, l'autofinancement des communes fond comme neige au soleil. C'était déjà un reproche du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, mais cette crise, elle aggrave encore ce constat. Écoutez le président de l'Association des maires de France, François Baroin. Cette décision sur les impôts de production est une faute politique et c'est une faute économique. C'est d'abord s'aligner sur la position sur la taxe d'habitation qui était également une faute politique de notre point de vue pour la grande majorité d'entre nous, puisque ça supprimait le lien entre l'habitant et le territoire. Conséquence, taxe d'habitation plus impôt de production nationalisé par des décisions de l'État, remplacé par des dotations, c'est une recentralisation qui est à l'opposé du projet 3D et du discours porté sur le plan public de la décentralisation. Vous l'entendez, cette décision démontre selon les maires que l'État n'a pas de volonté décentralisatrice. Au contraire, même, il chercherait à recentraliser les décisions budgétaires. Et c'est un reproche que l'on a entendu également avec les défaillances du couple préfet-maire lors du déconfinement et dans la mise en œuvre du plan de relance. Les élus locaux et les représentants de l'État devaient être à la manœuvre. C'était un des engagements du gouvernement. Mais depuis plusieurs semaines, les élus locaux dénoncent une rupture de cet engagement, Oriane. Et merci beaucoup, Quentin. On l'entendait, François Baroin, depuis de longs mois déjà, s'opposer à cette suppression de la taxe d'habitation. Maintenant, il dénonce les conséquences de la baisse des impôts de production. Est-ce que la crise sanitaire, elle a eu un impact fort sur les finances des communes ? Oui, absolument. L'AMF l'a chiffré à 8 milliards d'euros en 2020-2021. Pourquoi ? Parce que
il y a eu des pertes fiscales, des pertes domaniales, et dans un deuxième temps, et parallèlement, les collectivités ont engagé et continuent d'engager beaucoup de dépenses liées à cette crise sanitaire, des achats de masques, de tests, et puis tout un pan dont on parle assez peu, mais d'aide sociale renforcée aux personnes précarisées qui ont perdu leur emploi. Donc cette crise coûte cher, et parallèlement à ça, il y a un mouvement de réduction de la fiscalité locale de la part du gouvernement. C'est la suppression de la taxe d'habitation, c'est maintenant la suppression de certains impôts économiques, et ces décisions nuisent à l'autonomie fiscale des collectivités locales et vont à rebours de la volonté du gouvernement d'accroître la décentralisation. Il y a un vrai paradoxe. Nous allons porter, dit le gouvernement, plusieurs textes pour approfondir la décentralisation, et en même temps, nous affaiblissons le pouvoir fiscal des élus locaux. Donc là, il y a un vrai problème, car une des composantes essentielles de la décentralisation, c'est l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Et là, le gouvernement n'est pas au rendez-vous. Donc quand vous cumulez la baisse des impôts locaux d'une part et le surcroît de dépenses liées à la crise sanitaire d'autre part, vous avez là un effet de ciseau terrible qui risque en plus de peser sur la capacité des collectivités à participer à la relance économique. C'est aussi un constat que font les maires. Ils sont les principaux acteurs, les principaux investisseurs locaux. S'ils n'ont plus les moyens, notamment fiscaux, financiers, d'investir, ils ne seront pas au rendez-vous de la relance. Et Martial Foucault, vous, dans l'étude, vous vous êtes intéressé à la manière dont les maires ont géré cette crise sanitaire avec l'État, avec l'exécutif. Oui, c'était un sujet sur lequel nous souhaitions savoir si, pendant cette longue période de 6 mois, il y avait eu finalement des éléments de compréhension dans la coordination. Est-ce que les maires et les préfets, alors il faut distinguer préfet de département, préfet de région, parce que les relations ne sont pas les mêmes. Et puis surtout, cet acteur qui s'est imposé pendant cette séquence, les agences régionales de santé. Notre étude montre deux résultats importants et parfois même inattendus. C'est-à-dire, d'une part, la relation avec les préfets pour la mise en place de l'état d'urgence sanitaire s'est parfaitement déroulée, et en particulier pour les maires sortants, c'est-à-dire ces maires qui avaient une expérience, qui avaient déjà tissé des relations à la fois de confiance, mais aussi de travail avec les préfectures. Mais je suis prudent, j'ajoute un mais, parce que l'an passé, pour la même enquête, c'était précisément les préfectures qui étaient mises en avant comme étant un peu ces structures empêcheuses de tourner en rond pour les préfets lorsqu'il y avait un besoin d'assistance juridique, besoin d'assistance financière. Et puis, il y a, donc pour près de 70%, les maires sont satisfaits de la relation avec les préfectures. À l'inverse, pour les ARS, là, je dirais que la sanction est assez terrible, parce que c'est à peine 45% des maires qui ont jugé efficace le rôle des ARS. Donc ça veut dire qu'une grande majorité d'entre eux ont éprouvé beaucoup de difficultés dans le travail au quotidien avec les ARS. Et là, c'est d'autant plus vrai pour notamment les maires sortants qui ont cette connaissance du territoire. Et quand je les compare à des maires qui ont été élus pour la première fois en 2020, mais qui avaient déjà eu l'occasion d'être membres des conseils municipaux, eh bien, on observe que la sanction est identique. Vraiment défiance vis-à-vis des ARS, confiance vis-à-vis des services préfectoraux. Xavier, là-dessus. Oui, alors on a évoqué l'aspect financier de la crise sanitaire. Il y a un aspect aussi en termes de gouvernance de la santé. Il va falloir tirer les leçons de cette crise qui est loin d'être terminée. En termes de gouvernance, l'AMF a porté un certain nombre de propositions dans le cadre du Ségur de la santé. On voit très clairement que les ARS, c'est le centralisme, dans son expression la plus forte, qui a été dénoncée, qui est déconnecté, ces ARS, des réalités locales, ou en tout cas qui n'a pas assez concerté les élus locaux. Donc ce que demandent les maires aujourd'hui, c'est que le gouvernement tire les leçons, associe davantage les maires à la gouvernance de la santé, associe les maires à la gouvernance des hôpitaux et une vraie réflexion avec eux sur l'aménagement sanitaire du territoire, les associe aux réflexions sur la meilleure coordination entre la médecine de ville et les hôpitaux, entre le secteur public et le secteur privé. Donc il y a l'aspect gouvernance de la crise qui est toujours prégnant, mais il y a aussi les leçons à tirer en termes de gouvernance sanitaire. Et un mot sur cette gouvernance, Arnaud Benedetti, avant d'aller entendre David Lisnard à Cannes. Non, mais la réalité, c'est que quand on regarde ces chiffres, il y a une forme d'ambiguïté dans la relation des maires. Autant la figure du préfet et du préfet de département est quasiment plébiscitée parce que c'est un acteur, j'allais dire, classique et quotidien de la relation de l'État avec les territoires.
autant les ARS, qui sont des institutions déconcentrées nouvelles, font l'objet d'une critique en règle. Ce qui est quand même intéressant de noter, c'est que les maires ont vraisemblablement un jugement du fait de leurs activités et de leurs fonctions peut-être plus nuancé sur l'ensemble de la gestion de la crise par l'État qu'une grande majorité de Français qui, lorsqu'on regarde les études d'opinion, sont plutôt un peu plus sévères dans leur évaluation de la manière dont l'exécutif et l'État en général a géré cette crise sanitaire. On va voir ce qu'en pense le maire de Cannes. Bonjour David Lisnard, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. Maire Les Républicains de Cannes, on parle de cette relation entre l'État et les maires durant la gestion de cette crise sanitaire. On a entendu l'exécutif vanter ce couple préfet-maire, Jean Castex parler de ce dialogue avec les élus locaux. Est-ce que vous êtes senti suffisamment soutenu par l'État dans cette gestion de la crise ? Bonjour, d'abord merci de votre écoute. La question pour moi, c'est pas forcément de me sentir soutenu ou pas par l'État, c'est de pouvoir travailler. C'est-à-dire que je ne cherche pas une relation de tutelle ou de soutien ou d'affection. Si vous voulez, ce que je sais par mon expérience, c'est qu'il faut pouvoir travailler et prendre des décisions. Donc des décisions, on en a prises par expérience de la gestion des crises aussi, même si tout n'est pas comparable, mais j'avais eu à faire face le 3 octobre 2015 aux plus violentes intempéries accueillies sur le territoire français avec Solène Zara et Montélimar, donc depuis 50 ans. Et j'en ai retiré une leçon que j'appliquais aussi dans les entreprises et les commerces dont je m'occupais dans une autre vie, c'est qu'il faut pouvoir décider. Voilà, et il faut qu'il y ait qu'un seul décideur. Donc lors du premier confinement, il y avait une sidération face à une maladie qu'on connaissait peu. Donc on est là pour accompagner des décisions nationales puisque la politique sanitaire, elle est du ressort de l'État et national. Mais en revanche, j'ai pris des décisions par la connaissance du tissu local, et puis grâce à l'équipe qui m'entoure, qui m'a très bien documenté. J'ai confiance dans mon équipe et on a mis en place un partenariat public-privé entre une clinique privée et l'hôpital qui a été, je crois, et d'après ce qu'on me dit encore aujourd'hui, pionnier en France et qui nous a permis de mieux gérer tout simplement le traitement de la maladie. On a mis en place des dispositions, par exemple, souvenez-vous, le délire sur les masques. Très tôt, j'ai eu la conviction que la maladie se transmettait par aérosol. Je l'avais déclaré publiquement fin mars. Il y a eu l'exemple du restaurant de Canton. Donc on avait mis en place la première fabrique de masques alternatifs en France et on avait distribué pendant le premier confinement des masques à la population pour que lorsque les gens allaient dans les commerces, dans les lieux fermés, là où il y a la possibilité plus probable de se propager le virus, de s'équiper. Et on était rentré dans une spirale assez folle avec un État qui s'opposait. C'est-à-dire qu'une sorte de rapport inversé au principe de subsidiarité, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire, c'est que chaque décision qu'on peut prendre au plan local, qui s'inscrit dans une dynamique globale, doit pouvoir être prise. Et à mon avis, Mais est-ce que vous avez eu les moyens de les prendre, ces décisions ? Moi, je les ai pris. Voilà. Et si vous voulez, ça pose la question, parce que j'ai un peu d'expérience, je suis là depuis 2014, et parce que l'État, aujourd'hui, multiplie les interdits, multiplie les entraves, mais très peu en mesure de les faire respecter. Et c'est ce que je voulais vous dire. Je pense qu'au-delà de ceux qui nous dirigent, au-delà même des circonstances du Covid, ce que révèle cette crise, c'est pas une exception, c'est une difficulté dans l'organisation politico-administrative de la France, avec un État qui semble de moins en moins performant sur ce pourquoi il a été inventé, c'est-à-dire le régalien, je peux vous citer une multitude d'exemples, et qui multiplie les interdits dans tous les domaines. Et là-dessus, à mon avis, le débat doit porter, je pense, sur cette inversion qui s'est produite depuis une trentaine d'années et sur le fait que le principe de liberté est devenu presque l'exception. Moi, je voudrais un État qui contrôle beaucoup plus a posteriori, qui tranche beaucoup plus vite, qui sanctionne beaucoup plus fort ceux qui trichent, mais qu'on arrête de nous entraver a priori. Je pense qu'il y a une espèce d'inversion qui est en train de se faire et qui pose problème en termes d'efficacité et même de liberté. David Lisnard, on voudrait vous entendre sur un autre sujet, c'est le sujet de la sécurité, bien évidemment, qui préoccupe les Français, qui préoccupe les élus. Il y a la loi sur la sécurité globale qui est actuellement examinée à l'Assemblée nationale. Elle concerne aussi les polices municipales, cette loi. Et Gérald Darmanin, il n'a pas voulu imposer l'armement de la police municipale, il a voulu laisser faire les maires. Il a eu raison ? Oui, je pense qu'il a eu raison sur ce point. On ne peut pas, d'abord, nous être dans le paradoxe, c'est-à-dire demander de la responsabilité
qui est conditionnée par la liberté d'action, sur laquelle on est jugé, on rendait compte. Moi, je rendais compte à mes mandants, les habitants. Je suis un habitant parmi les habitants avec un mandat. Donc, on ne peut pas demander cette liberté, cette responsabilité, et parallèlement demander à l'État d'imposer à chaque commune, il y a 35 000 et quelques communes en France, d'armer sa police municipale. Alors, il n'y a pas 35 000 communes qui ont une police municipale, il y en a de mémoire 3 000, moins de 10%. Mais non, il a raison. C'est notre responsabilité vis-à-vis des habitants que de savoir si on arme ou pas la police municipale. En revanche, la responsabilité de l'État, c'est d'assumer ses fonctions régaliennes, judiciaires, à la fois de police et de justice, et ce qui est malheureusement de plus en plus défaillant. Et c'est là où il y a un transfert un peu pervers, c'est-à-dire que, je ne veux pas être trivial et grossier, mais on a un peu le cul entre deux chaises en France, c'est-à-dire entre un système où encore aujourd'hui les polices municipales n'ont aucun pouvoir d'enquête, ce qui peut se comprendre d'un point de vue juridique, historique, etc. Moi, je suis assez attaché au modèle régalien de l'État, mais parallèlement, c'est nous qui sommes les primo-intervenants et confrontés à la réalité de l'insécurité et de l'incivisme. La police municipale à Cannes, elle est complètement armée, c'est la plus grande de France par rapport au nombre d'habitants, mais c'est par pragmatisme. Mais il ne faut pas qu'il y ait un vase communicant, c'est-à-dire que l'État pénalise les mairies qui sont proactives en matière de sécurité et se désengagent de ces communes. Et merci beaucoup, David Lisnard, d'avoir été avec nous en direct depuis Cannes. On parle de sécurité, on va parler des violences envers les élus. Ça aussi, c'est un enseignement de votre enquête, Martial. La violence individuelle, notamment faite aux maires, et ces incivilités, ces violences qui malheureusement augmentent. Oui, c'est un sujet sur lequel on souhaitait revenir, à la fois parce que, vous vous souvenez que le Sénat, et notamment la commission des lois, avait, après la disparition tragique du maire de Signes dans le Var, mis en place cette enquête auprès des maires pour essayer de mesurer le phénomène, parce qu'il est très difficile à la fois de le quantifier et de le qualifier. C'est pas évident pour un maire de libérer la parole sur ces questions, parce que souvent un certain nombre d'agressions physiques sont très difficiles à faire partager. Le ministère de l'Intérieur donnait des éléments qui étaient en dessous de la jauge de ce que l'on pouvait observer. Dans cette enquête, on observe que le cas des agressions physiques est relativement faible, tel qu'il est déclaré, 5%, mais 5% auprès de 35 000 maires, ça fait des centaines et des centaines de réalités vécues, qui a une concrétisation dans le réel. Ce qui ressort de l'enquête, c'est deux formes de violence symbolique. C'est à la fois les incivilités qui sont commises, des agressions, des injures, et puis une deuxième source de violence qui sont apparues au cours des dernières années. Les maires nous disent dans cette enquête qu'elle ne cesse d'augmenter, ce sont les attaques sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc, vous voyez, finalement, on est passé au-delà d'une injure verbale qui peut souvent correspondre à un différend. Le maire n'a pas répondu à une demande. À cette fois-ci, parfois des campagnes de diffamation totalement invisibles dont les maires ressentent encore plus violemment la charge symbolique par rapport à la fonction qu'ils essaient de faire vivre au quotidien. Xavier. Oui, alors les chiffres varient un peu. On est à peu près sur 300 à 350 agressions par an. C'est en progression. Les maires sont relativement démunis. Alors ces chiffres, il faut les prendre vraiment avec précaution parce que ce sont des chiffres qui émanent des plaintes qui ont été déposées par les élus. Or, l'enquête du Sénat, que mentionnait Martial Foucault, montrait bien que très peu d'élus portaient plainte. Effectivement, c'est d'abord un choc pour tous ces élus qui représentent leurs habitants, qui sont au service de leurs habitants et qui font face à des réactions totalement disproportionnées. Ensuite, les suites judiciaires étaient relativement insuffisantes. Donc le gouvernement, le garde des Sceaux, a publié en septembre une circulaire enjoignant les procureurs à beaucoup de célérité dans les procédures, beaucoup de sévérité, à privilégier la procédure de comparution immédiate, à qualifier les insultes à l'encontre des maires d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Donc ça renforce et à assurer un suivi très très précis et attentionné des plaintes déposées par les élus et des suites qui sont données à ces plaintes. L'AMF vient de créer un observatoire des agressions contre les élus. Elle s'appuie sur les associations départementales de maires et elle invite les maires à faire remonter auprès des associations départementales et de l'AMF l'ensemble des plaintes et des faits dont ils sont victimes. Ça permettra de quantifier, d'assurer, de voir si les suites sont données et éventuellement d'interpeller le gouvernement s'il y a encore des manques en la matière. Et un dernier mot avec vous, Arnaud, sur ce sujet évidemment inquiétant des violences envers les élus et des incivilités également qui augmentent.
Oui, alors c'est un mouvement un peu général qui malheureusement traduit une forme pas de défiance, hein, de contestation des autorités. On le voit avec les policiers, avec les gendarmes, et ça touche également les maires. Mais je crois que ce qui est aujourd'hui en effet important, c'est que les conditions d'exercice du mandat de maire sont, et de tout élu d'ailleurs, sont très différentes. Ça a été rappelé. On voit qu'aujourd'hui, la prise à partie directe, l'interpellation directe, parfois violente, sémantiquement, se fait à travers ces nouveaux canaux d'expression que sont les réseaux sociaux. Et ça crée là aussi, vraisemblablement, un écosystème qui est un écosystème qui déstabilise d'une certaine façon les maires dans l'exercice de leurs activités. C'est-à-dire qu'être maire aujourd'hui, en 2020, ce n'est plus bien évidemment la même chose qu'être maire en 1980 ou en 1950. On voit bien que les conditions d'exercice ont profondément évolué. Et pour terminer cette émission, comme tous les jours, on va aller dans une rédaction locale. On va aller à Chartres. On va retrouver Sébastien Couratin, qui est journaliste à l'Écho républicain. Sébastien, bonjour. Vous allez nous parler d'un autre sujet, mais quand même d'un espoir, c'est la fabrication de ce vaccin pour lutter contre le Covid. Oui, absolument. Pour notre territoire, c'est la nouvelle du jour. Le laboratoire Delpharm à Saint-Rémy-sur-Avre, près de Dreux, va assurer la fabrication de l'arme fatale anti-Covid, ce vaccin promis par l'américain Pfizer et l'allemand BioNTech à partir d'avril 2021. Alors pour ce laboratoire racheté il y a un an par Delpharm, qui emploie actuellement 240 salariés, ce marché constitue une véritable aubaine sur le plan économique, avec la création de 40 à 60 emplois, un investissement de près de 10 millions d'euros qui seront nécessaires pour produire les dizaines de millions de doses pour la vaccination d'une population mondiale. Alors, ce site de production d'Eure-et-Loir a précisément été retenu pour sa capacité à absorber un tel volume de production, mais aussi en raison de son savoir-faire en la matière. Alors, elle semble bien loin aujourd'hui, les incertitudes liées au rachat du site par Delpharm à une époque où ce laboratoire avait bien failli disparaître. Alors, au-delà de Delpharm, ce marché inespéré du vaccin Covid constitue aussi une bouffée d'oxygène pour le bassin économique de Dreux. C'est un bassin qui a été pilonné par la casse industrielle, qui est sinistré depuis 20 ans et qui subit un taux de chômage qui dépasse les 8%. Et un petit mot avant de terminer, Sébastien, sur une visite ministérielle, celle d'Amélie de Montchalin, qui est venue parler continuité de l'État. Voilà, en effet, même en période de confinement, les membres du gouvernement continuent d'occuper le terrain. Après Éric Dupond-Moretti à Chartres la semaine dernière, c'est Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique, qui s'est déplacée en Eure-et-Loir hier à la caisse d'allocation familiale de Chartres. Alors ce déplacement intervient 3 semaines pile poil après l'allocution d'Emmanuel Macron, qui avait promis que l'accès aux services publics serait maintenu pendant ce deuxième confinement. Alors la ministre est venue constater sur place que la promesse de continuité de services publics était bien au rendez-vous. Elle a pu observer la méthode d'accompagnement des allocataires avec un parcours spécifique qui a été mis en place. Et hier, elle a aussi annoncé que 97% des guichets de services publics étaient ouverts en France. On demande beaucoup de choses aux Français, a-t-elle expliqué. L'État se doit donc d'être accessible et exemplaire, précise-t-elle, car le confinement isole déjà, il ne faut pas qu'en plus il isole des droits. Et merci beaucoup. Merci Sébastien. On regarde la une de l'Écho républicain et c'est donc ce vaccin anti-Covid produit ici, du côté de chez vous. Merci Sébastien d'avoir été avec nous. On va regarder ce qu'il y a à la une de vos autres quotidiens régionaux. C'est avec Quentin. Quentin, on commence avec la une de Libération Champagne. C'est un sujet que vous aimez beaucoup, les marchés de Noël. Oui, et puis c'est vrai que le Grand Est, c'est la région de Noël, la région capitale de Noël. J'espère que les autres régions de France ne m'en voudront pas de dire ça, mais on s'inquiète là-bas. Verra-t-on des marchés de Noël, se demande le journal basé à Troyes. C'est d'ailleurs une question que l'on a retrouvée dans plusieurs quotidiens régionaux ce matin. Beaucoup d'organisateurs hésitants craignent que le marché ne puisse faire que de l'alimentaire ou se transforme en simple dépôt-vente. Oriane. Allez, on continue avec Nord-Éclair et il y a des interrogations. Oui, pour les métiers de bouche, comment évolueront les restrictions sanitaires encadrant les rassemblements familiaux? Une question très concernante. On se demande tous comment nous allons organiser les fêtes de Noël, combien de convives, et quel repas aura lieu. Eh bien, cette question, effectivement, elle nous trotte tous dans la tête et donc elle est aussi à la une de Nord-Éclair. Et il y a encore des questions à la une de la République des Pyrénées. Oui, voilà, on continue ce petit tour de France des questionnements. Alors cette fois-ci sur les stations de sport d'hiver. Elles se préparent malgré tout. Le journal basé à Pau a suivi les préparatifs de la station
de Péragude qui dispose d'un nouvel enneigeur dont ils sont très fiers. Hein. Vous voyez, ils posent à côté. Et donc l'article mentionne effectivement que là aussi il y a de l'incertitude de la profession sur la possibilité d'ouvrir dans les prochaines semaines. Et on termine avec Sud-Ouest. Oui, Pierre Urmic, le nouveau maire écologiste de Bordeaux, s'affiche à la une. Le journal l'a suivi une journée entière. Entre gestion de la crise et volonté de mettre en œuvre son programme écologiste malgré tout. L'occasion aussi, Oriane, d'évoquer le congrès des maires de France qui a lieu la semaine prochaine en visioconférence et qu'on suivra dans cette matinale particulièrement avec notamment l'interview à votre micro, Oriane, de François Baroin. Ce sera mercredi matin. Exactement. Merci beaucoup, Quentin. On va terminer en parlant justement de maires de France, le numéro du mois de novembre, Xavier. Oui, nous sortons une nouvelle formule au mois de novembre, qui sera accompagnée d'un site internet, www.mairedefrance.com, qui sera mis en ligne fin novembre. Voilà, pour accompagner les maires, c'est le mensuel de l'AMF, donc on est toujours sur le décryptage de l'actualité, le partage des bonnes pratiques de gestion des élus locaux, et puis on crée notamment une nouvelle séquence sur les conditions d'exercice du mandat au quotidien, dont le premier sujet là est précisément les agressions contre les élus dont on a parlé et la façon dont ils réagissent. Voilà. C'est évidemment à lire et dans le magazine et sur votre site internet. Merci beaucoup Martial Foucault d'être venu nous parler de cette étude du Cevipof et de l'Association des maires de France, riche d'enseignements, c'est à lire. Merci Arnaud Benedetti, on se retrouve lundi Arnaud, et on se retrouve nous aussi lundi. On vous souhaite en attendant un très bon week-end sur notre antenne. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.